Donc la meilleure manière de lutter contre le racisme, eh bien, c'est de refaire du continent africain une véritable puissance politique, économique, culturelle et technologique. Tant qu'un État africain reste, un peuple africain reste sous domination, c'est l'ensemble de l'Afrique qui est sous domination. Et donc le seul État qui n'a jamais été colonisé, qui a toujours été indépendant, l'Éthiopie, même en ayant toujours été indépendant, ne l'a jamais été. Parce que comment voulez-vous être indépendant quand tous vos voisins sont colonisés? Les Africains, où qu'ils soient, dès lors qu'ils arrivent à s'unir, ils peuvent représenter une force politique suffisante pour faire plier n'importe quel pouvoir. La capacité à se constituer en tant que groupe, groupe ethnique, groupe social, groupe économique, groupe culturel, groupe politique, groupe de pression est essentielle. Le meilleur territoire à partir duquel cette unité aurait pu et aurait dû se faire était bien évidemment le Congo de Patrice Lumumba, parce que le Congo est le territoire le plus riche du monde. Tout ce qui existe aujourd'hui sur Terre vient quasiment du Congo. C'est vraiment le réservoir central de tout ce que nous connaissons. S'il y a des métros, s'il y a des bombes nucléaires, s'il y a des ordinateurs, des téléphones portables, des fusées, des satellites, c'est parce qu'on est venu se servir au Congo. Toute la modernité, toute la science, toute la technologie que nous avons vient en grande partie de ce territoire. Ce que je souhaite pour le monde, c'est que tout simplement que l'Afrique se relève, parce que le salut du monde passe par le relèvement de l'Afrique. Bonjour Monsieur Hamza Boukari. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté d'être présent pour cette interview avec Afro Transformation. Nous allons parler aujourd'hui de votre livre Africa Unite. Votre livre retrace l'histoire de l'Afrique, des Afro-descendants, du continent, mais aussi de la diaspora et des Caraïbes. Pourquoi avoir choisi de raconter l'histoire de l'Afrique à travers un fil conducteur qui est le panafricanisme? Tout simplement parce que généralement on a des histoires de l'Afrique qui se font pays par pays, et il me semblait important d'avoir une histoire qui soit transversale, qui dépasse les époques, qui dépasse les frontières, et qui permette de voir différemment l'Afrique et sa diaspora comme un ensemble, comme une totalité. Et donc il n'y a qu'une histoire du panafricanisme qui peut faire ce travail-là, de mise en commun de nos histoires différentes, du Sénégal au Bénin, en passant par le Brésil ou les États-Unis. Et je pense que c'était vraiment la manière la plus idéale, la plus appropriée, de faire un peu cette histoire générale de l'Afrique via le panafricanisme. Comment définiriez-vous cette notion de panafricanisme? Le panafricanisme, c'est l'histoire générale des Africains du continent et de la diaspora, qui est née dans la diaspora d'ailleurs, et qui regroupe un peu toutes les expériences historiques des Africains et des Afro-descendants. Donc je dirais que c'est une histoire générale, et c'est en même temps l'ensemble de tout ce que l'Afrique a pu produire, tout ce que l'Afrique a pu faire sortir de sa territorialité, et donner de manière souvent violente et brutale au reste du monde. Donc c'est tout un ensemble de cultures, de gastronomie, de spiritualité, d'histoire de lutte et de résistance. Et donc le panafricanisme fait un peu le panorama de toutes ces expériences-là, et est aussi le mouvement le plus fécond, propre à l'histoire des peuples d'origine africaine qui existaient jusqu'à présent. On peut y trouver le Rastafari, la négritude, le Black Power, un certain nombre de mouvements qui se revendiquent tous d'une manière ou d'une autre du panafricanisme. Et enfin, le dernier élément, ça rejoint également une histoire des relations internationales où les Africains sont les principaux acteurs justement de cette histoire-là et ne sont plus ces marionnettes qui sont manipulées par telle ou telle puissance étrangère. Donc c'est une histoire de l'initiative africaine, une histoire de l'émancipation africaine. Moi, je ferais le lien entre le panafricanisme et la négrophobie. Du coup, la question qui me vient à l'esprit, ce serait d'où vient cette idéologie, d'où vient cette question de négrophobie? Est-ce qu'il y aurait des origines, des sources qui justifieraient justement qu'il y ait tous ces préjugés-là qui soient attribués au continent africain et aux afro-descendants du continent, mais aussi de la diaspora et des Caraïbes?
Écoutez, les sources de la négrophobie sont dans l'histoire de l'esclavage, qui est une réécriture de beaucoup de choses. La chrétienté, notamment, a émis cette fameuse bulle papale de Nicolas V en 1454, qui fait des Noirs des sous-hommes, des personnes que l'on doit évangéliser, des personnes auxquelles on devrait apporter la lumière, la civilisation, etc. Ce sera repris par le Code noir, mis en place par Colbert au fin du XVIIe siècle, qui était le bras droit de Louis XIV, donc le fameux roi Soleil, dans lequel on considérait qu'il fallait considérer les Noirs comme des biens meubles. Donc on voit bien qu'il y a toute une construction religieuse, juridique, politique et militaire de l'infériorité des Noirs, qui est une construction, puisqu'on sait très bien qu'au XIIe, XIIIe siècle, par exemple, l'Afrique était peut-être probablement plus avancée que l'Europe. On a des récits des premiers Européens qui arrivent en Afrique, qui trouvent des villes tout à fait développées, par exemple dans le royaume du Congo. Donc on a une construction a posteriori pour justifier l'esclavage, pour justifier le fait que l'on mette spécifiquement des Noirs en esclavage dans le cas de la traite transatlantique. Ensuite, au XVIIIe, XIXe siècle, on a des théoriciens qui vont systématiser cette idée de l'infériorité de certaines races par rapport à d'autres, et vont lier la question de la couleur à la question de la race. Donc ce sera notamment Gobineau qui ira au Brésil en soulignant que le Brésil va disparaître du fait du sang noir qui est un sang qui amène à la dégénérescence de la civilisation. Et donc on voit bien que ça a été tout le contraire, puisque si un certain nombre de civilisations aujourd'hui tiennent, notamment dans les Amériques, c'est parce qu'elles sont profondément pétries par le sang noir. Toute la culture que l'on trouve aujourd'hui dans les Amériques, que ce soit dans la musique, dans le sport et dans pas mal d'autres activités, vient des Noirs. Le jazz, ça vient des Noirs, les musiques américaines viennent des Noirs. Donc ce sont finalement nous qui avons apporté l'essentiel justement à ces cultures-là. Mais il fallait justifier le racisme, il fallait justifier la ségrégation, l'apartheid, la colonisation. Et donc on a émis des concepts biologiques, des concepts physiques. On va étudier les corps de certaines personnes comme la Vénus Hottentote. Donc cette femme, Saché Bartman, qui va être exposée dans les lupanars occidentaux, qui à sa mort sera disséquée, avec les fesses et le cerveau conservés dans du formol pour montrer l'anormalité des Noirs. Donc il y a toute une construction profondément raciste qui se met en place à cette époque-là, et le panafricanisme va s'y opposer en étant d'abord un pannégrisme, c'est-à-dire que c'était d'abord l'idée que tous les Noirs du monde entier devaient s'unir par rapport à leurs conditions, qui a été créée justement à travers la couleur de la peau, puisque avant que les Européens arrivent et disent « toi tu es noir », ben, les Noirs ne se considéraient pas comme noirs. Il n'y a aucun peuple africain qui s'appelle, on va dire de manière intrinsèque, le peuple des Noirs. Il n'y a pas de Noiristan. Et donc le panafricanisme sera d'abord un pannégrisme qui va lutter contre précisément l'esclavage, et progressivement il va muter vers un panafricanisme et comprendre que le sort des Noirs du monde entier, et donc la lutte contre le racisme, elle est liée au relèvement du continent africain. Donc la meilleure manière de lutter contre le racisme, eh bien, c'est de refaire du continent africain une véritable puissance politique, économique, culturelle et technologique. Quand on parle de mémoire de l'esclavage, on nous ressort souvent deux arguments prépondérants. Le premier argument serait celui selon lequel il existerait une traite arabe déjà présente sur le continent africain. Le deuxième argument est celui selon lequel les Africains auraient eux-mêmes collaboré avec les Occidentaux pendant la traite négrière. Au vu de votre œil d'historien, quelle est votre position ? Rien ne peut justifier la traite négrière. Maintenant, dans le contexte des Arabes, on a eu des guerres d'invasion. Les guerres d'invasion produisent des captifs, les captifs sont mis en servitude, ça fait partie de toutes les guerres qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Donc c'est déjà un premier point à mettre en avant. La particularité des Européens, à la différence des Arabes, c'est que les Européens n'ont mis que des Noirs en esclavage. Les Arabes mettaient tout le monde en esclavage sans se soucier réellement de la couleur de la peau. Ensuite, la traite arabe n'a pas empêché l'Afrique de s'émanciper, c'est-à-dire que la traite arabe n'a pas empêché l'avènement de grands empires africains. C'est-à-dire que ça n'a pas été ça, finalement, le problème déstructurant au niveau du continent africain. Tout le monde sait qu'effectivement, il y a eu des réseaux de traite vers le monde arabe qui ont existé à partir du 7e siècle, c'est prouvé historiquement. Tout le monde sait que les flux étaient insuffisants pour impacter réellement l'avancée du continent africain. Et tout le monde sait que le décalage vient à partir du moment où les Occidentaux
arrivent dans le jeu et vont d'une certaine manière diviser les Africains. Alors la meilleure manière de diviser les Africains, c'est de dire que les Africains se vendent entre eux. Donc là aussi, on est dans quelque chose qui relève de l'affabulation, puisque toutes les sources, sur au moins les 2 premiers siècles de présence européenne en Afrique, indiquent que les souverains africains refusent justement de collaborer avec les marchands négriers européens. On a des lettres de protestation de différents souverains africains qui sont envoyées au roi de France, au roi d'Angleterre, au roi du Portugal, qui demandent, nous voulons que cessent tous ces négriers, tous ces Européens qui viennent nous enlever notre force vive. Il y a eu des protestations. Maintenant, il faut bien comprendre qu'on est aussi dans un jeu qui fonctionne sur l'intox, sur la réécriture de l'histoire, sur la falsification de l'histoire, et qu'à partir du moment où les États africains vont progressivement s'effondrer, on va tomber dans des situations d'anarchie, où on va se retrouver effectivement avec des chefs africains inventés par les Européens, dans le but de légitimer ces pratiques de traite. C'est un peu, si vous voulez, comme si j'arrive dans votre maison, que je vous demande de me donner vos enfants en esclavage, que vous refusez, mais j'ai les moyens de vous soumettre par les armes et par l'alcool, et donc je vous élimine, je prends vos enfants en esclavage, et quand vos enfants deviennent grands, j'explique à vos enfants que c'est votre papa qui m'a supplié de vous prendre en esclavage. Donc on est exactement en fait dans cette vision-là. On fait croire aux Caribéens, aux Antillais qu'ils ont été vendus par les Africains, alors qu'on est dans une fable qui vise tout simplement à dédouaner l'Occident d'un certain nombre de crimes. Ensuite, il y a effectivement, sur la centaine de royaumes africains que l'on connaît, ou des centaines de royaumes africains que l'on connaît, 3-4 royaumes dont on dit qu'ils ont collaboré ou qu'ils ont pratiqué la traite. C'est souvent le Dahomey, Ashanti, le Bénin. Mais paradoxalement, sur ces 3 fameux royaumes qui auraient collaboré dans la traite, ce sont les royaumes où on retrouve la plus importante présence de forts militaires européens. Donc on peut s'étonner, comment se fait-il que des Africains auraient soi-disant collaboré dans la traite dans des lieux où précisément la présence militaire européenne n'a jamais été aussi forte. Donc il y a, je dirais, un certain nombre d'éléments qui ne permettent pas d'établir une réelle collaboration d'Africains dans ce contexte-là. Ensuite, on ne retrouve aucune source qui dirait de manière concrète que tel souverain africain s'engage à livrer tant d'hommes vis-à-vis des négriers. On a au contraire une volonté régulière de la part des souverains africains de mettre leurs propres captifs au travail dans les champs, sachant que la définition de l'esclavage telle qu'elle existait dans les sociétés africaines n'a rien à voir avec celle que l'on retrouve dans le cadre de la traite européenne. Dans les sociétés africaines, l'esclave fait partie de la famille. Dans le royaume du Mali, vous avez, ou même dans le Mossi, au niveau du Burkina Faso actuel, vous avez des statuts, des fonctions d'importance qui sont tenues par des personnes qui sont dites esclaves. Donc ce sont des choses qu'on ne retrouve absolument pas dans le cas de la traite mise en place par les Européens. Donc on ne peut pas du tout comparer les formes de servitude qui pouvaient exister en Afrique avec la manière dont le capitalisme occidental et colonial va instaurer un régime de traite et de déportation qui est particulièrement violent et brutal et qui explique justement la déstructuration du continent africain. Jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, l'Afrique, en dépit de la traite arabe, se portait très bien. On avait des empires puissants. À partir du moment où les Européens décident d'appuyer sur le champignon, là tout s'écroule. Donc on voit bien que le moment, c'est précisément lorsque les Européens rentrent dans le jeu. Quand on lit votre livre, on se rend compte à quel point l'abolition de l'esclavage a été le résultat d'une lutte acharnée. Et malheureusement, l'abolition de l'esclavage nous est souvent présentée comme un cadeau qui nous a été offert. Quels sont les éléments, selon vous, les plus marquants et les plus révélateurs du caractère sanglant et du caractère acharné de cette lutte? Écoutez, quand on vous donne un cadeau, entre guillemets, qu'on vous reprend ce cadeau-là et qu'on vous le redonne quelques années plus tard, vous devez vous poser des questions. Dans le cas de la France, il y a eu 2 abolitions de l'esclavage, c'est-à-dire que l'esclavage a été aboli une première fois, en 1794, par la révolution de Saint-Domingue, qui va donner naissance à Haïti quelques années plus tard, et en 1802, l'esclavage sera rétabli, notamment au niveau de la Guadeloupe, pour être aboli en 1848. Donc je ne connais pas de cadeaux que l'on donne, que l'on reprend et que l'on redonne. Ce sont des choses que l'on arrache et que l'on défend. Donc il n'y a pas de cadeau
fait au moment de l'abolition. Il n'y a d'autant plus pas de cadeau, puisque au moment de l'abolition, on va dédommager les propriétaires d'esclaves et on va faire en sorte que les Africains libérés de l'esclavage ne puissent jamais être, je dirais, réellement émancipés et indépendants et soient contraints d'aller retourner travailler chez le maître. Et donc on ne peut pas parler d'une abolition qui aurait été donnée sous la forme d'un cadeau. Elle a été arrachée, elle a été aussi calculée, c'est-à-dire que le système colonial avait bien compris qu'il était dans son intérêt de céder du lest pour ne pas tout perdre. Et donc là aussi c'est un élément, je pense, qui est très important. Maintenant, le cas de Saint-Domingue de Haïti est très important, puisque là on a la seule abolition de l'esclavage qui aboutit à une révolution et donc à une indépendance. Dans les autres contextes, si on prend la Martinique et la Guadeloupe, ou même les territoires africains, la dite abolition de l'esclavage n'ouvre que sur une autre forme d'esclavage. Il faut bien comprendre que la véritable date de l'abolition de l'esclavage physique, pour les Africains de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Bénin ou du Congo, c'est 1946, l'abolition du travail forcé. C'est pas 1848. La date d'abolition de l'esclavage, c'est en 1946 qu'on abolit le travail forcé. Et le travail forcé est une forme d'esclavage. Vous avez abordé la question de la dépendance dans laquelle les afro-descendants et même l'Afrique se retrouveraient à notre époque malgré les indépendances, malgré l'abolition de l'esclavage. Et donc, dans votre livre, vous revenez sur certains auteurs et certains philosophes, certains intellectuels qui ont essayé de penser ce chemin justement vers l'indépendance des afro-descendants. Et dans leur pensée, ils ont émis la théorie selon laquelle il serait indispensable pour les afro-descendants de renouer avec leur spiritualité propre. Je reprends par exemple une citation de Marcus Garvey, « Un seul Dieu, un but, une destinée ». Cette pensée a été reprise par certains intellectuels de notre époque, comme par exemple M. Jean-Paul Pougala. Est-ce que vous pensez que l'issue à tous ces problèmes auxquels sont confrontés les afro-descendants se résoudrait par le fait de renouer avec notre spiritualité propre? Écoutez, il y a beaucoup de Noirs, de manière générale, c'est plus clair qu'afro-descendants, qui se réfugient dans toutes sortes de spiritualités, de religions, de cultes divers et variés. Certains classiques, les monothéismes, ou d'autres beaucoup plus dissidents ou orthodoxes. Ce qui me semble important à souligner, c'est que c'est révélateur d'un profond malaise identitaire et spirituel. C'est-à-dire qu'on cherche la délivrance dans d'autres formes de dépendance ou d'aliénation. Donc le mal est profond, effectivement, le mal est profond. Maintenant, la question de la spiritualité est à la fois personnelle et collective, puisque ce sont quand même des énergies que l'on donne et que l'on déploie. Dans le cas de la révolution haïtienne, si on prend le serment de Bois-Caïman, il y avait un certain nombre d'influences religieuses diverses et variées, mais ce qui a été retenu, c'était la nécessité de prier le Dieu des Noirs, le Dieu de l'Afrique, et de souligner que le Dieu des Blancs n'est pas du tout bon et miséricordieux. Donc il y a une nécessité qui sera ensuite développée effectivement par Marcus Garvey, vous l'avez dit, de regarder son Dieu avec nos propres lunettes. C'est-à-dire que les jaunes, entre guillemets, doivent regarder Dieu comme étant un être jaune, les blancs peuvent regarder Dieu comme étant un être blanc, mais les noirs doivent avoir la vision d'un Dieu noir. Et cette notion d'un Dieu noir, elle est fondamentale. On la retrouve chez Simon Kibangu avec le kibanguisme, avec cet appel sur le fait qu'un jour les noirs deviendront blancs et les blancs deviendront noirs, et qu'on doit effectivement se tourner vers d'autres formes de salut, de rédemption et de spiritualité. Ce sera développé également dans les années 60, de manière assez orthodoxe et dissidente au niveau par exemple de Nation of Islam, qui est totalement différent de la vision qu'on a réellement de l'islam musulman, arabe, moyen-oriental, qui est vraiment un mouvement spirituel noir américain. Donc cette question des spiritualités, elle est à la fois vaste, elle est à la fois vaste et intime, et elle nécessite, encore une fois, pour conclure dessus, de se tourner vers les propositions que faisait Cheikh Anta Diop, qui disait dans les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, dans sa base programmatique, qu'il faut faire en sorte de donner aux spiritualités africaines le cadre qu'elles méritent, dans le cas notamment du protocole d'État. C'est-à-dire qu'elles soient reconnues au même titre que d'autres types de religions,
Donc il y a quelques pays africains qui ont fait ce pas, par exemple au niveau du Bénin, ce qu'on appelle de manière vulgaire le vaudou, qui est en fait le panthéon Yoruba, est considéré comme étant une religion officielle. Et donc ça permet aussi de démystifier toutes les histoires de sorcellerie que l'on met dedans. Et en même temps, c'est également un instrument politique. Donc effectivement, aujourd'hui, nous devons penser, je dirais, à rationaliser nos spiritualités, nos références, à les enseigner, tout en sachant qu'il y a cette problématique de l'initiation, et également en faire, je dirais, des forces géopolitiques et géoculturelles, pour que lorsque nous soyons amenés à débattre avec d'autres peuples, avec d'autres civilisations, nous puissions nous appuyer sur cette spiritualité. Parce que quand les Chinois arrivent à la table des négociations, eh bien, ils ont conscience de Confucius, du yin et du yang, de toutes ces choses-là. Quand les pays arabes arrivent à une table des négociations, ils ont conscience également de ce que représente la Mecque et un certain nombre d'autres éléments. Quand les Européens arrivent également à la table des négociations, la chrétienté fait partie justement de leurs éléments de référence. Donc au niveau des pouvoirs africains, il y a une nécessité, je dirais, de régulariser un peu toute cette dimension spirituelle et de la traiter sans la surcharger, de la traiter comme elle doit être traitée, c'est-à-dire comme un élément de libération et d'émancipation, de bien-être et de solidarité, et surtout de paix. Parce que c'est sans doute le problème le plus important, de voir des Africains qui se battent entre eux pour des religions qui n'ont rien d'africain. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui doit être travaillé de manière concrète. Et le panafricanisme peut être le champ justement de cette réflexion-là, en contrepoint avec l'afrocentricité, puisque la différence entre les deux, c'est que le panafricanisme se pose comme une synthèse, voilà, alors que l'afrocentricité est plutôt basée sur l'idée de pureté, mais on est en même temps dans un monde qui est tellement avancé que cette notion de pureté est assez compliquée à retrouver. Il faut peut-être s'appuyer sur ce que Kwame Nkrumah développait dans le consciencisme, où il expliquait que l'Afrique a été impactée par des traditions euro-chrétiennes et arabo-musulmanes qui dominent aujourd'hui, quand on regarde comme ça l'Afrique, mais qui sont en réalité superficielles, qu'il faut plutôt s'appuyer sur un tronc négro-africain endogène et voir comment ce tronc négro-africain endogène peut constituer une véritable matrice sur laquelle les influences euro-chrétiennes et arabo-musulmanes pourront rester présentes, mais sans être le tronc commun. Or, aujourd'hui, nous avons ces influences étrangères, non africaines, même si c'est toujours un peu plus compliqué si on prend par exemple le cas de l'Éthiopie, qui n'a rien à voir en termes de christianisme avec ce qu'on entend par le christianisme. Mais ces éléments-là doivent constituer la matrice sur laquelle on peut ensuite plus facilement gérer les influences spirituelles, culturelles étrangères, avec lesquelles on doit de toute manière composer. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une Afrique où tout le monde sera de la même religion, etc. Donc il faut nécessairement composer. Et ça fait partie de l'intelligence que nous devons développer aujourd'hui. Toujours dans la même lignée de la question des spiritualités que nous avons abordées, il y a aussi la question de la politisation de nos traditions africaines comme solution au désordre institutionnel auquel nous sommes confrontés à notre époque, avec tous les obstacles auxquels cette question de l'institutionnalisation des traditions africaines sont confrontés. Je citerai par exemple la balkanisation de l'Afrique, la dispersion des afrodescendants un peu partout sur le globe. Je citerai également l'exemple selon lequel les Africains sont eux-mêmes de plus en plus éloignés de leur tradition d'origine. Donc j'aimerais savoir si vous pensez que le fait de renouer avec nos traditions propres et de les institutionnaliser pourrait être une solution aux problèmes de l'Afrique. Écoutez, les situations sont différentes. Les Afro-Américains qui ont été coupés du continent à la fin des années 60 ont inventé Kwanzaa, le Noël africain, en s'appuyant justement sur des traditions africaines. Les Haïtiens ou d'autres peuples dans la Caraïbe ou au Brésil maintiennent vivant des cultes et des traditions africaines. L'Afrique est très présente au Venezuela, très présente en Colombie, très présente dans une grande partie de la diaspora, avec des traditions qui sont dynamiques, à l'inverse de ce que l'on peut retrouver parfois sur le continent africain, où on voit que le poids de la colonisation est encore très fort. Donc il y a, je dirais, à travers la question des traditions africaines, un véritable défi. Pour les institutionnaliser, c'est tout simplement comment on décolonise la politique, comment on décolonise l'État africain
qui est issu de plusieurs décennies de colonisation. Donc ça nécessite de poser par exemple la question des chefferies traditionnelles, dans quelle mesure les impliquer. À mon niveau, je pense qu'il est tout à fait possible de penser des systèmes de double représentation, où on a une représentation politique classique par parti, par mouvement, etc. dans une chambre, et une autre chambre où on aurait les principaux comment dire, rois traditionnels qui représenteraient les intérêts de ces peuples-là. Donc, c'est-à-dire de penser peut-être la question des nations africaines au-delà des États, de voir dans quelle mesure il peut être possible de mettre en place une politique beaucoup plus proche des peuples, et dans le même temps de voir aussi comment un certain nombre de traditions, de symboliques peuvent être remises en avant pour resacraliser un peu le rapport aux politiques et responsabiliser un peu plus les dirigeants africains qui bien souvent copient les pires travers de leurs homologues occidentaux. Donc la question des traditions est essentielle. À mon sens, il y a un travail, je dirais, de compilation, de panorama de nos différentes traditions à l'échelle du globe, et de déterminer quelles sont celles que nous devons prioriser et valoriser, et comment ensuite nous devons les adapter, et comment nous devons les systématiser. Il y a des choses très intéressantes qui se font en Afrique australe autour du concept d'Ubuntu, par exemple. Il y a aussi des modalités de justice réparatrice qui existent dans un certain nombre de pays africains. Donc comment les utiliser pour sortir justement, par exemple, d'un point de vue géopolitique de la Cour pénale internationale, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes. Comment mettre en place des modalités de sanctions qui nous permettent de sortir justement du regard occidental qui est pointé sur nous et du copier-coller des traditions juridiques occidentales. Cela passe aussi peut-être par la revalorisation des langues africaines, puisque nous parlons tous en Afrique de manière officielle des langues coloniales européennes, et que nos langues nationales ne sont pas conçues comme des langues, je dirais, des langues officielles justement. Donc peut-être repenser aussi ce volet-là. Je pense qu'on ne peut pas aborder la question des traditions sans poser la question des langues africaines, qui est centrale, puisque c'est dans ces langues-là que se disent justement un certain nombre de traditions, et que des concepts peuvent nous aider à mieux nous redéfinir d'un point de vue politique. Et quand on regarde dans les Amériques, dans les langues africaines qui sont parlées là-bas, il y a un certain nombre de termes qui viennent du Congo, du pays Yoruba, etc., qui permettent à ces populations-là de s'auto-organiser dans les palanqués, dans les quilombos de l'époque, ou dans les camps de marrons. Donc c'est peut-être vers ça qu'il faudrait se tourner un peu plus, vers une forme de marronnage au niveau de nos traditions. Dans votre livre, vous abordez cette question de l'Union africaine qui a été développée par M. Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, initialement appelé Gold Coast. Ce projet d'Union africaine a été repris dans une moindre mesure par le président Kadhafi. On assiste également à une forme d'Union africaine avec la création de l'Union africaine. Pourquoi est-il si important de constituer cette Union africaine au point que certaines personnes y ont même laissé leur vie? Monsieur Patrice Lumumba, Monsieur Sékou Touré, Monsieur Sankara, qui ont tous été assassinés justement pour leur position pro-Union africaine. Pourquoi cette notion d'Union africaine représente un élément aussi important, et est-ce qu'il serait encore possible à notre époque de constituer et de perpétrer cette idée d'Union africaine? Écoutez, il y a des approches différentes. Kwame Nkrumah disait qu'aucun État seul ne peut s'en sortir. Donc le Ghana, l'indépendance du Ghana n'est rien s'il n'est pas lié à la libération totale du continent africain. Et donc Nkrumah, ayant libéré le premier pays indépendant d'Afrique subsaharienne, le Ghana, a tout de suite compris que le Ghana seul ne pouvait rien, et qu'il fallait donc créer une union la plus large possible, la plus solide possible, qui permettrait à l'Afrique de mieux défendre ses intérêts. Puisque lorsqu'on est tous ensemble, on est nécessairement plus fort, y compris du point de vue des relations internationales. Dans d'autres cadres, je travaille beaucoup au niveau de Genève. Les États-Unis, à Genève, qui est un siège des Nations Unies, ont 30 ambassadeurs.
Ça veut dire que chaque jour, à Genève, il y a à peu près 30 réunions internationales, et donc les 30 ambassadeurs vont à chacune de ces réunions-là. Bien évidemment, un pays comme le Sénégal ou le Mali ou le Cameroun n'a au maximum qu'un ambassadeur. Donc comment voulez-vous qu'un ambassadeur, le jour où il y a 30 réunions internationales, dont 20 qui pourraient parler du Cameroun ou du Mali, pourrait se diviser en 20? C'est totalement impossible. Donc il faut mutualiser les moyens. Il faut faire en sorte que le Malien soit tout à fait capable de comprendre et de défendre les intérêts du Camerounais, que le Tanzanien soit tout à fait capable de comprendre et de défendre les intérêts du Béninois, que le Malgache soit tout à fait capable de comprendre et de défendre les intérêts, je ne sais pas, du Tunisien. Donc il faut nécessairement mettre en commun les énergies. Et donc Nkrumah disait qu'il fallait une diplomatie commune, une armée commune et une monnaie commune, avec une banque centrale commune et un haut commandement militaire. Donc il avait ce projet des États-Unis d'Afrique ou des États africains unis. Sékou Touré, lui qui est donc le deuxième à mener son pays à l'indépendance, après le Ghana, donc première indépendance vis-à-vis du bloc français, était plus sur un panafricanisme des peuples. Il disait qu'il fallait plutôt faire en sorte que les peuples puissent travailler ensemble. Donc c'est déjà une approche un peu différente de celle des États. Sankara soulignait la nécessité de se mettre ensemble. Et d'ailleurs, son discours de la dette qu'il fait à l'Union africaine en 1987, il le dit très clairement, si le Burkina Faso est seul à refuser de payer la dette, je ne serai pas là au prochain sommet. Mais si nous tous, nous disons que nous refusons, eh bien, le reste du monde sera obligé de se plier à la volonté de l'Afrique. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. Donc c'est cette idée que seule une Afrique unie peut faire plier le reste du monde et peut imposer sa volonté au reste du monde. Le meilleur territoire à partir duquel cette unité aurait pu et aurait dû se faire était bien évidemment le Congo de Patrice Lumumba. Parce que le Congo est le territoire le plus riche du monde. Tout ce qui existe aujourd'hui sur Terre vient quasiment du Congo. C'est vraiment le réservoir central de tout ce que nous connaissons. S'il y a des métros, s'il y a des bombes nucléaires, s'il y a des ordinateurs, des téléphones portables, des fusées, des satellites, c'est parce qu'on est venu se servir au Congo. Toute la modernité, toute la science, toute la technologie que nous avons vient en grande partie de ce territoire-là. Et donc lorsque Lumumba mène le Congo à l'indépendance, eh bien, il fallait faire l'unité autour du Congo, qui est au cœur, au centre de l'Afrique, et l'Afrique est au centre du monde, donc le Congo est au centre du monde. Malheureusement, c'est sur la question du Congo que les États africains vont être divisés par le néocolonialisme, avec les fameux groupes de Casablanca et groupe de Brazzaville. Donc le groupe de Brazzaville qui réunissait les anciennes colonies françaises, et celui de Casablanca qui réunissait donc un certain nombre d'États comme le Ghana, comme la Guinée, comme le Maroc de l'époque, qui plaidaient beaucoup plus justement pour une unité africaine en disant qu'il fallait faire bloc ensemble, qu'il fallait créer des traités entre Africains, une armée africaine et régler les problèmes des Africains par des Africains. Malheureusement, le groupe de Brazzaville va devenir ensuite le groupe de Monrovia en rajoutant des pays anglophones comme le Nigeria, comme le Libéria, comme la Sierra Leone. Et donc, le 25 mai 63, à Addis Abeba, lorsque l'Organisation de l'Unité africaine est créée, les deux groupes, celui de Casablanca et celui de Monrovia, vont se retrouver. Et malheureusement, le groupe qui était numériquement le plus important, le groupe de Monrovia, va l'emporter parce que nous avons ce défaut d'être des démocrates. Voilà, on a estimé que la majorité avait raison alors que la majorité avait tort. Et donc Kwame Nkrumah, à l'issue de ce vote, où sa position pour un État fédéral a été rejetée, était prêt à prendre son avion et à rentrer chez lui. Et donc c'est Nasser et Modibo Keïta qui ont tapé un sprint, qui l'ont rattrapé dans le couloir et qui l'ont ramené dans le hall de l'Union africaine, où il a été décidé de mettre en place cette organisation de l'unité africaine
qui n'a pas construit l'unité, qui a mené la libération du continent africain vis-à-vis des régimes d'apartheid, vis-à-vis des régimes colonialistes d'Afrique lusophone, mais qui n'a pas construit ce projet d'unité. Donc aujourd'hui, cette Union africaine, je dirais qu'elle est très fragile, elle n'a pas, je dirais, d'autonomie, elle n'a pas d'autorité, elle n'a pas d'indépendance en tant que telle, puis surtout elle n'a pas de vision idéologique. Il n'y a pas de vision idéologique. Le panafricanisme dans l'Union africaine n'est pas présent. Et donc c'est en dehors de cette institution que beaucoup de choses se développent aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi lié au fait que les partis politiques sur le continent africain ne font pas du panafricanisme leur idéologie structurante et dominante. L'Union africaine, l'institution, on parle bien de l'institution, est composée d'États africains indépendants. 60 ans, plus de 60 ans après les indépendances, quel bilan pouvons-nous tirer? Est-ce qu'on peut considérer que finalement l'indépendance était une erreur, ou plutôt que les Africains ou les États africains n'étaient pas prêts à accéder à l'indépendance? Enfin, c'est la question qu'on se pose surtout aujourd'hui quand on voit ce qui se passe un peu partout en Afrique. L'indépendance n'était pas une erreur. On ne peut pas parler d'une erreur en parlant d'indépendance, parce que ça reviendrait à légitimer la colonisation. Ça reviendrait à dire que finalement la colonisation a été quelque chose de positif, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qu'il faut dire, c'est plutôt que les indépendances ont été confisquées, elles ont été orientées, elles ont été confiées à des dirigeants qui bien souvent n'en voulaient pas, c'est-à-dire qu'on a écarté tous ceux qui étaient pour une véritable indépendance. Et le terme véritable indépendance, je pense qu'il est très important. Il y a indépendance et véritable indépendance. On a donné l'indépendance à des dirigeants qui voulaient rester dans le cadre colonial, dans le pacte colonial. Et donc ça correspond à l'élimination d'un certain nombre de dirigeants africains un peu avant 1960 ou dans la décennie des années 60. On pourrait en citer un certain nombre. Ensuite, il y a le fait que le type d'indépendance doit être aussi souligné. Il y a eu des luttes d'indépendance dans tous les territoires africains, mais les modalités de ces indépendances devaient être révisées. Je crois qu'il n'y a d'indépendance que dans la rupture, et les modèles d'indépendance par rapport à la France, c'est la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'il fallait faire une guerre de libération, ce qui n'a pas été le cas. Le seul pays en Afrique subsaharienne, en Afrique noire comme on dit, qui pourrait représenter ce modèle-là, c'est le Cameroun, où il y a eu une guerre d'indépendance, une guerre de libération, où l'armée française a été envoyée. Ce n'était pas comme en Algérie, où on a envoyé le citoyen français lambda, en conscription, etc. Là, on a réellement envoyé l'armée professionnelle, et on a pratiqué un véritable génocide. Donc le cas du Cameroun montre qu'une véritable indépendance de l'Afrique aurait dû être une indépendance, je dirais, dans un contexte de guerre de libération. Ça a été le cas en Angola et Mozambique et Guinée-Bissau, où on a eu des guerres de libération qui sont arrivées un peu plus tard que les indépendances de 1960. Ça a été le cas aussi au niveau de l'Afrique australe. Le Zimbabwe, c'est une guerre de libération. L'Afrique du Sud, c'est une guerre de libération. Donc on a quelques territoires en Afrique dont l'indépendance a été acquise par le sang, par la guerre. Et je crois que cela différencie très largement ces territoires-là des territoires qui ont été décolonisés notamment par la France ou par le Royaume-Uni ou même par la Belgique, dans des contextes différents. Dans le cas de l'ancien empire colonial français, ce sont des indépendances qui n'en sont pas, puisque ce sont en réalité ce qu'on appelle des transferts de compétences. On a transféré les compétences coloniales à une administration qu'on a dite indépendante. Mais cette administration n'avait aucune légitimité. Par exemple, s'il y avait une réelle indépendance, il n'y aurait pas eu, par exemple, de franc CFA. On a transféré aux nouveaux pouvoirs africains la gestion de la monnaie coloniale. Les armées africaines, au moment des indépendances, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Haute-Volta, ont été créées par l'état-major français. Ce ne sont pas des armées de libération nationale, comme ça a été le cas en Algérie, en Angola, au Mozambique. Ensuite, les politiques diplomatiques sont restées également calquées sur l'ancienne puissance coloniale. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs situations de la dite indépendance sur le continent africain, des indépendances à plusieurs vitesses, qui fait que l'on doit en fait comprendre qu'aujourd'hui,
c'est ce qu'on appelle le combat pour la seconde indépendance qui a mené. Il faut, je dirais, sortir des indépendances qui n'en sont pas et arracher une véritable souveraineté qui seule peut donner un sens justement à ce concept d'indépendance et poser aussi le concept de l'interdépendance des Africains, savoir que, comme disait Nkrumah, tant qu'un État africain reste, un peuple africain reste sous domination, c'est l'ensemble de l'Afrique qui est sous domination. Et donc le seul État qui n'a jamais été colonisé, qui a toujours été indépendant, l'Éthiopie, même en ayant toujours été indépendant, ne l'a jamais été. Parce que comment voulez-vous être indépendant quand tous vos voisins sont colonisés? Donc l'Éthiopie, même au-delà de son indépendance millénaire, du fait de la colonisation de l'ensemble du continent africain, doit également poser cette question de la souveraineté aujourd'hui. Quelle est la place et quel est le rôle et surtout l'importance de la diaspora justement dans cette lutte pour cette seconde indépendance que vous venez d'évoquer? Le rôle de la diaspora pour la seconde indépendance, il est à plusieurs niveaux. Dans les territoires qui sont encore à décoloniser, comme la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Kanaki ou Mayotte, il faut relancer les processus indépendantistes en se reconnectant avec l'Afrique. Je pense que c'est un travail très important, d'une reconnexion politique, économique, spirituelle ou culturelle. Ensuite, dans les anciennes métropoles, comme par exemple ici en France ou en Angleterre ou en Belgique, etc., il est important aussi que des diasporas s'organisent politiquement, qu'elles soient en capacité de peser sur la vie politique de leur pays de résidence ou d'exil, pour faire en sorte que lorsque la question de l'Afrique est discutée, notamment dans les opinions publiques ou dans les partis politiques, eh bien nous soyons, je dirais, non pas représentés, mais nous soyons en capacité d'imposer notre vision. Donc il y a un travail de formation au niveau de cette diaspora. Dans le cas des Afro-Américains, c'est un peu plus compliqué parce qu'eux ont été, je dirais, happés par la nation, le rêve américain, le American Dream. Et les Noirs américains, selon moi, sont quand même beaucoup plus décomplexés sur ces sujets parce que, quoi qu'on le dise, ils se sentent d'abord américains. Certes, ils font le retour en Afrique, etc., mais ils viennent quand même avec cette idée d'être américains. Ils viennent avec le passeport américain, qui n'est pas rien quand on va en Afrique. Et du coup, je dirais qu'ils ont un rapport différent en termes de diaspora. Ils sont un peu l'avant-garde de cette diaspora, qui, dans un cas comme celui du Libéria, a pu poser et continue de poser des problèmes. Et il serait important que les autres diasporas, les Noirs de France, Africains de France, etc., tout ça, n'embrayent pas justement sur ce modèle d'hégémonie, de domination. Nous, on est la diaspora, on est supérieur à ceux du continent, on va revenir en Afrique, on va vous expliquer comment ça marche, etc. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité, beaucoup également de compréhension de l'histoire et surtout un véritable engagement pour faire avancer l'Afrique sans la livrer à d'autres formes de domination, de prédation et de pillage. Donc ça nécessite une formation idéologique et ça nécessite aussi des réseaux de solidarité qui sont très importants. Ça nécessite aussi, selon moi, de faire en sorte d'avoir pour tous ceux qui le peuvent une nationalité africaine. Je crois que c'est un élément qui est très important, avoir une nationalité africaine. Quand on est potentiellement binational, c'est un élément très important. Ou en tout cas, se revendiquer d'une nationalité. Dans le cas, par exemple, des Afro-Américains, quand ils font les tests ADN, c'est pas pour savoir s'ils sont Ghanéens, Nigérians, Sénégalais, mais pour savoir s'ils viennent, s'ils sont Wolof, s'ils sont Yoruba, s'ils sont Akan, etc. Donc aussi, repenser la question de la nationalité et faire en sorte qu'au niveau des diasporas, on ne reproduise pas les divisions qui existent sur le continent. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à reproduire alors les Maliens de France, les Camerounais de France, les Ivoiriens de France, les Sénégalais de France. Or, pour le colon, pour le propriétaire des lieux ici, on est des Noirs. Donc il faut que nous travaillions à mettre en place des organisations qui se reconnaissent dans le panafricanisme. Quel est l'intérêt pour les afro-descendants de s'unir
et quel est l'intérêt pour les afro-descendants d'apprendre et de connaître leur histoire? Écoutez, l'intérêt pour les afro-descendants de s'unir, je pense qu'il est, il est essentiel. Si on veut constituer une force politique, il faut s'unir. Je pense que quelqu'un comme Malcolm X en parlait très bien. Il soulignait que les Africains, où qu'ils soient, dès lors qu'ils arrivent à s'unir, donc ils peuvent représenter une force politique suffisante pour faire plier n'importe quel pouvoir. Donc l'unité est essentielle. La capacité à se constituer en tant que groupe, groupe ethnique, groupe social, groupe économique, groupe culturel, groupe politique, groupe de pression, est essentielle pour défendre nos intérêts. Ensuite, il est important également que cette unité puisse se faire en connexion, en projection vers le continent africain et pour le continent africain. Et donc que les afro-descendants, en tout cas les Africains de l'extérieur, comme on dit, deviennent de véritables ambassadeurs du continent africain. Qui n'aient pas honte de se dire africain, parce que malheureusement, c'est un peu ça le problème. On esquive parfois nos identités, on les travestit, parce qu'on a des carrières à gérer. Alors ce sera par exemple tous ces joueurs de l'équipe de France de football qui sont africains, mais qui diront non, nous on est français, mais qui passent leur temps à écouter de la musique africaine, qui en fait nous envoient des messages en disant on est totalement africain, mais on a nos carrières à gérer, on a nos images à gérer, donc on ne peut pas vraiment être avec vous, mais on est avec vous. Et donc c'est cette problématique-là d'être fier de se dire africain, d'être fier de ce que l'on est, qui pour moi doit être travaillé. Et cela passe effectivement par une revalorisation de l'Afrique. Lorsque l'Afrique sera debout, lorsque l'Afrique sera puissante, tout le monde voudra se dire africain. Et là aussi, c'est un des paradoxes, puisqu'on voit aussi des non-africains qui se disent africains, qui se disent amis de l'Afrique. C'est-à-dire que souvent, ce sont des étrangers qui voient la richesse que nous avons, qui exploitent cette richesse-là. Et donc ça doit nous interpeller. Comment se fait-il que tout le monde veut aller en Afrique, mais que quand on va voir, on va interroger peut-être 100 Noirs dans le métro, dans la rue, et il y en aura peut-être 10 qui diront que l'Afrique les intéresse. Alors qu'on voit bien que tout le monde veut aller en Afrique, parce que c'est présenté comme le continent d'avenir, mais d'avenir pour qui? Donc il est important, je pense, de se positionner, de comprendre quels sont les enjeux, et de ne pas suivre une certaine opinion médiatique qui vend l'Afrique comme un cauchemar, qui vend l'Afrique comme un lieu où on ne peut rien faire. Je prends le cas par exemple moi je suis martiniquais par ma mère, donc je vais souvent en Martinique, j'y retourne là dans quelques semaines, et il y a beaucoup d'Antillais qui partent en Europe, en France, pour lesquels ça se passe mal, et ça se passe mal depuis très longtemps. Pourtant ils continuent à y aller. Mais bizarrement, aller en Afrique est vu comme quelque chose de négatif, parce qu'il y aurait des expériences plus compliquées, etc. Donc il est important, je pense, de faire aussi, au niveau de la diaspora, au niveau des afro-descendants, ce travail de mise en valeur de l'Afrique. D'inciter, par exemple, ceux qui ont les moyens en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, d'aller en vacances en Afrique plutôt que d'aller voir la Tour Eiffel. Donc faire en sorte que sur le continent, il y a aussi des structures qui soient capables d'accueillir justement cette diaspora. Donc faire en sorte que l'on puisse vraiment travailler ensemble et se reconnaître à travers, je dirais, des miroirs qui nous font voir à la fois nos qualités et nos défauts, parce que nous avons aussi des défauts, mais que nous devons travailler en interne. C'est-à-dire que nous n'avons pas à exposer nos défauts aux autres, parce que ce sont des faiblesses, mais nous devons les reconnaître entre nous, les travailler entre nous, et apprendre à nous améliorer. Et c'est en ça que le panafricanisme fait la réconciliation entre les Africains du continent et ceux qui ont été conduits à l'extérieur du continent de force ou de gré. Et c'est ça qui est justement très intéressant, de croiser les regards, les expériences, les situations. Waouh, très bien. Merci Monsieur Boukari pour cette interview très intéressante. Je terminerai par une dernière question qu'on a coutume de poser à tous nos interlocuteurs. Alors la première question, non, j'aurai plutôt deux questions. Donc la première question, c'est quel est le changement que vous souhaiteriez voir en Afrique et quel est le changement que vous souhaiteriez voir dans le monde? Écoutez, le changement que je souhaiterais voir en Afrique, c'est l'arrivée de nouvelles générations avec une certaine densité idéologique
politique et culturelle, et une proximité aussi avec le monde rural, parce que je pense que le lieu où la révolution se fera en Afrique, c'est vraiment dans les campagnes, dans les villages, et pas nécessairement dans les villes. C'est-à-dire que la révolution viendra de l'intérieur, et cette capacité à se réenraciner intellectuellement, idéologiquement, politiquement avec la terre me semble fondamentale pour mettre en place ce qui est essentiel. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, il nous a été refusé en tant qu'Africains, en tant que Noirs, un certain humanisme, un certain universalisme. Et aujourd'hui, l'Occident, la France ou d'autres puissances veulent à tout prix nous inclure dans ce qui nous a été refusé pendant des siècles et des siècles, du fait que nous étions exclus de l'humanité. Et donc nous devons effectivement refuser d'entrer dans ce qui nous a été refusé, donc refuser d'entrer dans un universalisme ou dans un humanisme qui ne correspond pas, je dirais, à nos priorités ou à nos valeurs, et construire notre propre humanisme justement à partir de nos valeurs, de notre dimension endogène, qui repose dans la terre, qui repose dans une forme d'ancestralité. Et c'est probablement de cette manière-là que, j'embraye sur le deuxième élément, nous serons en capacité de faire basculer le monde sur un autre paradigme. C'est-à-dire que si demain l'Afrique se met debout, c'est le monde entier qui est bouleversé. C'est pour ça que personne ne veut que l'Afrique se mette debout. Donc ce que je souhaite pour le monde, c'est que tout simplement que l'Afrique se relève, parce que le salut du monde passe par le relèvement de l'Afrique aujourd'hui.